Bonjour tout le monde. Bonjour Lynn. Est-ce que le son est bon? Ah, bonjour Carole. Merci Carole. Bon matin Carole. Richard. Très bon, Mini. Merci. Good. Ah, on va attendre un petit 2 minutes que les gens arrivent. Mais on va commencer ça rapidement parce que j'ai beaucoup de choses. C'est une grosse présentation ce matin. Bon dimanche, Sylvie. Hein? Tranquillement. Oui, oui, Carole, tu vas avoir besoin de ton café au beurre. Probablement une double dose de beurre. Bon, encore une petite minute et on commence. Jasmine, oui, on va pouvoir voir le Facebook Live en différé. On peut voir tous les Facebook Live en différé dans le groupe, dans la section multimédia du groupe. Dans la section multimédia du groupe, il y a une section vidéo et tous les Facebook Live sont disponibles à cet endroit. Et ils vont rester disponibles tout le temps. Bon, parfait groupe, on va commencer ça. On va laisser les gens se joindre par après. Comme je disais, il y a beaucoup de choses. Fait que je commence par le contenu de ce Facebook Live ne doit pas être considéré comme une recommandation d'ordre médical. Il ne doit pas servir à prendre une décision de cet ordre. Excusez-moi, vous devez en tout temps consulter votre équipe soignante avant de prendre une décision concernant votre santé ou un traitement médical. Parfait. Et comme je l'avais dit, le sujet de la présentation ce matin, la viande et l'environnement, l'impact que peut avoir la viande sur l'environnement. Et je vous préviens, ce matin, vous allez voir, il y a beaucoup de statistiques dans la présentation. Et bon, des fois, dans mes présentations, c'est plus l'aspect scientifique qui peut être rébarbatif, qui peut donner mal à la tête de temps en temps. Mais aujourd'hui, ce que vous allez voir qui risque d'être un peu plus difficile à digérer, ce sont
les statistiques, parce que souvent on tombe, quand on parle de ce sujet-là, on parle de pourcentage, puis souvent on va parler de pourcentage, et on n'a pas le choix parce que malheureusement, c'est un peu les outils aussi que l'industrie et les lobbies vont utiliser pour, dans le fond, pour mélanger un peu le message. Là, j'ai juste l'expression en anglais dans la tête qui est muddy the water, qui est d'assombrer ou en tout cas de faire un écran de fumée. On va voir l'expression tantôt, mais pour, tu sais, dans le fond, mélanger les gens, c'est un des outils qu'ils vont utiliser le plus souvent, c'est de vous pitcher une quantité industrielle de statistiques. Et là, dans le fond, moi, ce que j'aimerais que vous fassiez ce matin avec cette présentation-là, c'est de plus focusser sur les concepts généraux, ok? De comprendre la mécanique derrière tout ça pour que vous allez voir qu'un coup, vous allez comprendre la mécanique derrière tout ça, vous allez voir que les paquets de statistiques que les gens peuvent vous pitcher pour essayer de vous mélanger, ça ne vous mélangera plus. Absolument plus. Puis ça, je vous parle par expérience parce que dans ma job de jour, dans mon travail de jour, je travaille beaucoup avec l'environnement, je travaille beaucoup avec l'économie d'énergie, ces choses-là. Et c'est un sujet que je connais quand même relativement bien. Et quand j'ai commencé à entendre la propagande végétarienne et ainsi de suite derrière l'environnement, parce que je comprenais bien les concepts à la base, je trouvais ça totalement ridicule. Donc, ces messages-là ne sont jamais venus me chercher à cause à cause de ma compréhension des mécanismes derrière ça. Fait que c'est ça que je cherche, moi, ce matin à faire avec vous, c'est de vous expliquer ces différents mécanismes-là. De cette façon-là, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement naviguer à travers tout ça. Donc, on commence par... OK. Ah, et aussi, ce matin, je vais tester, j'ai inséré quelques petites vidéos comme ça. Vous me direz voir si ça passe bien de votre côté. C'est une expérience que je fais ce matin, là. Ça fait que, et bon, les petites vidéos vont être en anglais, mais je vais vous les expliquer par après. Ça fait que, dans le fond, ce que ce petit vidéo-là nous dit, c'est que l'alimentation carnivore est en train... Puis quand je parle de carnivore, c'est pas carnivore exclusive, mais quand je vais parler de l'alimentation carnivore, à ce moment-là, c'est une alimentation omnivore avec beaucoup de viande. OK? Fait qu'on essaye ça. Our meaty diet is literally eating up the planet. It's the worst thing we eat when it comes to global warming. It's beef. People say we need to eat less beef to save the planet. That cows are polluting the air with their methane-rich burps. They're eating all our food, drinking all our water, and taking all our land that we could be using to grow human food on. Bon, est-ce que ça a bien passé, la vidéo? Envoyez-moi des pouces si ça a bien passé, si le son était bon, si vous avez bien vu l'image. J'attends de voir les pouces. J'ai pas beaucoup de monde, c'est que... Bon, ça passe bien, parfait, excellent, on continue avec ça. Donc, dans le fond, ce qu'on vient de voir là, c'est un peu des arguments de la propagande contre la viande au niveau de l'environnement. Et si on regarde d'autres arguments... Très bien, parfait, super Carole. Et donc, quand on regarde d'autres arguments, un des arguments, c'est entre autres le fait que pour produire 1 kg de steak, une vache doit consommer 25 kg de grains. OK? Ça, c'est un autre argument. Bon. Et donc, dans le fond, ce que ça dit, c'est que si on arrêterait de prendre ces 25 kg de grains-là,
qu'on utilise pour nourrir nos vaches, pour produire de la viande, ben on pourrait nourrir 3,5 milliards d'humains supplémentaires en donnant ce grain-là directement aux humains sans passer par l'intermédiaire des vaches puis de manger la vache à ce moment-là. Après ça, un autre des arguments, c'est le fait que 3/4... Oups. OK. 3/4 des terres agricoles dans le monde servent à l'élevage animal. Jennifer, partager quoi? Tu pourras partager la vidéo, le Facebook Live plus tard. Je suis pas sûr de comprendre le sens de la question. Je suis désolé, Jennifer. Bon, les 3/4 des terres agricoles dans le monde servent à l'élevage animal. Donc, le Facebook Live, Jennifer? Tu vas pouvoir le... Ah, OK. Tu vas pouvoir le partager, mais qu'il soit... tu vas pouvoir le partager dans le groupe. Dans le groupe. Il faut que les gens soient membres du groupe pour pouvoir l'écouter. Mais oui, mais qu'il soit complété, tu pourras inviter des gens. Donc, c'est ça. Ce que je disais, c'est que 3/4 des terres agricoles dans le monde servent à l'élevage animal. Et donc, si on enlèverait ça, les vaches, et qu'on utiliserait ces terres-là, on pourrait faire pousser encore plus de végétaux, puis on pourrait nourrir la planète entière. Ça, c'est un autre des arguments. Un autre argument, pour faire un burger d'1/4 de livre, vous voyez ici dans le coin à droite, pour faire ça, c'est un petit cheeseburger ou hamburger d'1/4 de livre, là, ben, ça prend 660 gallons d'eau. Okay? Un autre des arguments de nos amis qui font de la propagande anti-viande. Okay? Un autre petit vidéo aussi. Écoutez bien ça, vous allez voir, c'est vraiment fascinant. Donc, ce que mon ami ici est en train de nous dire, c'est que l'élevage animal, à lui seul, est responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre produites par l'homme. 15%. Et non seulement ça, tu n'entends pas quoi, Carole? Tu m'entends plus, moi? Ça fait drôle de demander ça, si tu m'entends pas. Est-ce que tout le monde m'entend encore? Le son est encore bon? Les petits pouces, vite, vite. Ou c'est juste la dernière vidéo? Bon, OK. C'est à cause du volume? Pourtant, la vidéo. Ouais, mais celui-là, on dirait que le volume est un petit peu moins fort. Ben, c'est pas grave. OK. Parfait. Ben, c'est pas grave. Dans le fond, ce que lui disait, c'était que 15%, je sais pas pourquoi cette vidéo-là est un peu moins fort que les autres. Dans le fond, ce que ça disait, c'était que l'élevage animal est responsable à lui seul de 15% des émissions de gaz à effet de serre produits par l'homme. Et non seulement ça, c'est que ce 15%-là, OK, donc, ce 15%-là est équivalent à l'ensemble des gaz à effet de serre émis par l'industrie du transport, par les automobiles, par les avions et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est équivalent à toutes les automobiles sur la planète et tous les avions sur la planète. Fait qu'on va pouvoir voir plus tard qu'est-ce qu'il y en est réellement. Bon, tant pis. Après ça,
et là, la vidéo que vous venez de voir, ça vient du documentaire de Game Changer. Fait que ici, c'est un autre, dans le fond, c'est une image qui vient d'un autre film de propagande. C'est pas des documentaires, mais c'est vraiment des films de propagande qu'on appelle Cowspiracy. OK? Et ce type-là, dans le fond, ce qu'il disait, c'est qu'une autre solution au changement climatique, c'est que nous pourrions arrêter de manger des animaux. Et ça réglerait le problème du changement climatique complètement. Okay? Juste le fait d'arrêter de manger des animaux, demain matin, on règle les changements climatiques. Fait que dans le fond, les 5 arguments ici... Oups, je m'excuse, attendez une seconde. Les 5 arguments. Est-ce que, le numéro 1, est-ce que manger moins de viande est vraiment la solution? 2, est-ce que les vaches prennent toute notre eau? 3, est-ce que les vaches mangent toute notre nourriture qu'on pourrait donner aux gens? Le 4, c'est est-ce que les vaches utilisent vraiment toutes nos terres agricoles? Et 5, pourquoi est-ce que les chiffres globaux nous induisent en erreur? Fait que l'argument numéro 1, est-ce que manger moins de viande, c'est une solution? On le constate depuis, mettons, 2004 jusqu'à 2019. Ça, c'est la tendance au végan. Ben, dans la présentation, on parlait de vegan. En anglais, ils vont utiliser plus l'expression vegan que le végétarisme. Mais en réalité, on parle du végétarisme. L'option vegan étant une version extrême du végétarisme. Donc, quand je vais utiliser ou quand vous allez voir vegan, pensez plus au végétarisme en général. Donc, on le voit, il y a une petite hausse du végétarisme sur la planète depuis, mettons, 2004, grosso modo. Mais maintenant, si on regarderait, mettons, la possibilité de convertir 100% des Américains aux États-Unis à l'alimentation végétarienne. Donc, admettons qu'on regarderait ça. C'est sûr que cette option-là, c'est pas réaliste. OK? On ne se ramassera jamais sur une planète où ce que 100% des Américains ou même 100% des Canadiens vont manger d'une façon végétarienne. Mais juste pour faire un calcul, vu que ça, c'est pas réaliste, on va faire un calcul où ce que, admettons qu'on irait à 10% des Américains aux États-Unis. Donc, les Américains, c'est à peu près, aux États-Unis, sont à peu près 330 millions. Fait qu'imaginons à peu près 33 millions de personnes aux États-Unis qui deviendraient végétariens demain matin. Quel impact ça pourrait avoir sur les émissions à gaz à effet de serre? OK? C'est pour ça qu'ici, on dit ici 10%. Et là, puis ça, c'est une étude qui a été faite. Il y a une étude qui a été faite sur ce point-là très précisément, qui prenait en considération tous les facteurs. Ça veut dire le méthane qui est émis par les vaches, par leur pet puis leur roue. Okay? Les émissions provenant des excréments, les émissions dues au transport et au traitement. Ça veut dire que si on devait transporter la nourriture des vaches ou si on devait transporter les vaches et ainsi de suite, quel serait l'impact de la réduction des émissions du gaz à effet de serre aux États-Unis? Et pour répondre à cette question-là, dans la vidéo, dans la présentation, on discutait avec... C'est oui qui fait ça. On discutait avec le docteur Frank Mitlower, qui est un spécialiste en qualité de l'air dans le milieu agricole. Et dans le fond, lui, sa job, justement, son travail, c'est d'évaluer l'impact que les gaz à effet de serre, le méthane, le dioxyde de carbone et ainsi de suite peuvent avoir dans le milieu agricole. C'est ce qu'il fait, il mesure tout ça. C'est vraiment un grand spécialiste sur ce sujet-là. Puis, il est conscient, lui, que oui, effectivement, l'agriculture, mais l'élevage du bétail a un impact sur l'environnement. Cependant,
son travail, c'est de trouver des solutions pour mitiger cet impact-là. Ça fait que, dans le fond, ce qu'il nous dit, c'était que si 100% des Américains devenaient véganes demain matin, la réduction des gaz à effet de serre serait d'un gros 2,6%. Donc là, on parle de 100% des Américains, 330 millions de personnes qui passent demain matin à végétariens. Donc, si 100%, ça représente 2,6, ben 10% de ça représenterait 0,26% de réduction des gaz à effet de serre. C'est une valeur qui n'est pas mesurable, tellement c'est ridiculement petit. Okay? En bas de 1%, les scientifiques ne peuvent pas mesurer ça. Donc, et ça serait si 10% des Américains devenaient végétariens. Maintenant, est-ce que nos vaches prennent réellement toute notre eau? C'est ça. Ça fait que, bon, ça c'est le gros argument qui disent que les vaches, ça prend des quantités industrielles d'eau pour faire un hamburger et ainsi de suite. La quantité d'eau qui est consommée par les vaches, que le monde leur attribue, est en majorité de l'eau verte. C'est quoi ça, de l'eau verte? C'est de l'eau de pluie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cette eau-là, ça, c'est les valeurs qui sont utilisées dans les études qu'on vous présente au bulletin de nouvelles partout là, qui disent que les vaches et le steak, ça consomme une quantité industrielle d'eau. Dans le fond, on compte l'eau de pluie qui arrose, qui tombe sur les champs. OK? Fait que 94% de cette eau-là, c'est de l'eau de pluie qui tomberait là, à cet endroit-là, d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait une vache ou qu'il n'y ait pas de vache, et qui serait consommée par les plantes dans le sol, puis une partie percolerait dans le sol, et ainsi de suite. OK? L'eau qui va rentrer dans l'animal, ben, elle va le faire majoritairement à travers l'herbe qui va absorber cette eau-là et l'animal va manger l'herbe, donc va consommer une partie de l'eau. OK? Et ça, c'est la même chose dans les feeding lots, là, en anglais. En français, un feedlot, c'est... Comment je traduirais ça? Dans le fond, c'est les usines là, parce qu'on fait la différence entre le bétail qui est élevé en pâturage, donc dans le champ, versus dans les... pas une usine, j'aime pas le terme, là, mais dans les fermes d'élevage, là, si on veut. Là, c'est surtout aux États-Unis qui est utilisé ce terme-là, là, mais bon. Mais c'est la même chose parce que, dans le fond, on transporte la nourriture qui a été poussée dans les champs. Les parcs d'engraissement, merci Mini. Donc, dans les parcs d'engraissement, on transporte la nourriture qui a poussé dans le champ, qui a absorbé l'eau de la pluie, puis qui est transportée dans les parcs d'engraissement et qui est donnée aux bêtes à ce moment-là. Donc, c'est le même principe que ce soit d'une façon ou d'une autre. Fait que là, cette eau-là, dans le fond, devinez ce qui se passe avec cette eau-là. C'est la même chose qui va se passer avec votre café, comme Carole qui va prendre son café. Ben, éventuellement, cette eau-là, elle va être urinée. L'eau, elle ne reste pas dans l'animal. L'animal, c'est pas une ballonne d'eau qui va gonfler. C'est un cycle. On appelle ça le cycle de l'eau. OK? Et il y a une partie qui va être évaporée, la pluie va retomber, l'animal, la plante va le consommer, et ainsi de suite. N'oubliez pas que l'élevage du bétail, c'est un cycle avec le sol. Le bétail consomme les plantes, puis redonne avec leur fumier et avec leur urine. Ça fait que cultiver les légumes nécessite une entrée de carburant fossile et ne fait qu'extraire les nutriments du sol. La culture ne donne absolument rien au sol. Okay? Ça, il faut vraiment comprendre ce concept-là.
quand j'élève un bœuf, ben, c'est un cycle. Le bœuf va manger l'herbe, mais il va redonner en fertilisant avec son fumier et il va uriner aussi. Donc, c'est vraiment un cycle versus quand je plante du blé, exemple. Si je plante du blé, je mets la graine dans le sol et là, je suis obligé d'utiliser des hydrocarbures pour pouvoir labourer le sol, pour pouvoir planter avec mon tracteur, pour pouvoir récolter ce blé-là. Et la seule chose que le blé va faire, c'est qu'il va aller chercher les nutriments dans la terre, il va les absorber, il va convertir ça en blé, et moi j'enlève le blé et j'enlève ça. Fait que ça, c'est pas un cycle. Ça, c'est j'extrais les minéraux du sol et je m'en vais avec pour les donner ailleurs à ce moment-là. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois redonner mécaniquement après ça de l'engrais, des fertilisants chimiques à mon sol. Okay? Fait qu'il y a une très grosse différence entre les deux. Et non seulement ça, mais tu sais, quand on dit que dans un quart de livre de viande, ça prend 1650 litres d'eau, est-ce qu'on va dire la même chose pour un arbre? C'est-à-dire que si je fais pousser un arbre de 60 pieds de haut, ça va avoir pris 90 000 litres d'eau ou 150 000 litres d'eau. Et à ce moment-là, mon Dieu Seigneur, on va mourir si on plante des arbres. C'est un argument qui est totalement ridicule à ce moment-là. Et quand on regarde la problématique au sujet de nos réserves d'eau douce, c'est l'utilisation pour l'irrigation des champs qui est la plus problématique. Dites-vous bien, 70% des réserves d'eau douce au monde sont utilisées pour l'irrigation des plantations. Et 53% de cette eau-là, 53% de cette eau-là va pour les plantations de riz, les plantations de blé et le coton. Quand on produit de la viande, oui, on va devoir utiliser de l'eau douce qui n'est pas de l'eau verte, qui vient de notre... qui est de l'eau là, qui est non verte, là, qui vient de l'aqueduc et ainsi de suite. Okay? On va utiliser grosso modo 122 litres par kilogramme de viande. Par un quart de livre de viande. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus que, pour exemple, pour du riz, qui est à 80... Je m'excuse, hein? Qui est à 90 litres pour un quart de livre pour la même quantité, ou encore bien plus que le pain qui est à 55 litres pour la même quantité de pain. Cependant, réfléchissons à quelque chose. Si vraiment on s'inquiète pour notre eau, puis on devrait, OK, est-ce que c'est la viande qu'on devrait regarder comme étant problématique? Si on regarde, exemple, en Californie, pour la culture des amandes, 94,5% de l'eau qui est utilisée pour la culture des amandes en Californie n'est pas de l'eau verte, n'est pas de l'eau de pluie. 94,5% de cette eau-là, c'est de l'eau douce qui vient de nos aqueducs et ainsi de suite. OK? Ce qui fait que ça représente 1097 litres pour un quart de livre d'amandes, ce qui est 10 fois plus que pour produire de la viande. Donc, la prochaine fois que vous allez aller vous allez vous chercher un café avec un latte au lait d'amande chez Starbucks, exemple, pensez-y à ce que vous mettez dans votre café à ce moment-là. C'est tellement problématique en Californie, cette situation-là,
que c'est rendu une guerre entre les amandes et les humains. Parce que quand ils ont des périodes de sécheresse en Californie, dans les comtés qui cultivent les amandes, c'est à ces endroits-là que les sols sont les plus secs et que les réserves d'eau dans la nappe phréatique descendent à leur plus bas. Et ils sont rendus à avoir des situations où ils ne sont plus capables d'aller chercher d'eau pendant des très longues périodes durant les périodes de sécheresse à cause de l'utilisation, la surutilisation de l'eau pour produire des amandes. Un peu la même chose au Chili, les avocats qui poussent. Les avocats. Voyons, Seigneur, c'est fatigant ça. Les avocats au Chili, oui, ils poussent bien, les avocats au Chili, mais le problème, c'est qu'ils sont obligés de créer des bassins d'eau comme ça pour pouvoir alimenter et arroser pour la production des avocats. Et l'autre chose qu'il faut prendre en considération quand on regarde la quantité d'eau qu'on utilise pour la production du bœuf versus, comme ici, la quantité d'eau utilisée pour la production du riz, 215 litres pour 158 litres, okay, pour la même quantité de riz versus la même quantité de bœuf, ben, c'est ce qui vient avec la viande versus ce qui vient avec le riz. Dans 200 grammes de viande, j'ai 86% de protéines, tandis que dans la même quantité de riz, j'ai 18% de protéines seulement. Et quand on regarde après ça, au niveau des vitamines et des minéraux et ainsi de suite, ben, les quantités, il n'y a rien de comparable entre les deux. Et ça, c'est sans compter que quand je produis du bœuf, ben, je vais produire du foie aussi. Je suis vraiment désolé pour ça, hein, ça me tape, là. Je vais produire du foie aussi. Et le foie, vous le voyez, les quantités de vitamines au niveau de votre apport quotidien recommandé. Vitamine B12, 4942% de nos apports recommandés qui sont comblés par du foie. Donc, pour la même quantité d'eau, je vais produire des nutriments qui ont une densité qui n'est même pas comparable à ce que je pourrais obtenir quand je produis du riz à ce moment-là. Okay. Maintenant, est-ce que les vaches... Je ne sais pas si c'est ça. Hein? Est-ce que les vaches prennent toute notre viande? Toute notre nourriture. Donc, est-ce que nous gaspillons de la nourriture que nous pourrions utiliser pour nourrir des êtres humains à la place? Ça, c'est un autre des grands arguments qu'on entend tout le temps. Bon, mais pour commencer, OK, ce que les vaches mangent, entre 84% et 86% de ce que les vaches mangent, c'est des végétaux qui ne sont pas comestibles pour l'être humain. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a 14 à 16% de ce que les vaches mangent excusez-moi. Il y a 14 à 16% de la nourriture qu'on donne au bétail en général qui est comestible pour l'être humain. Mais la très grande majorité de ça, c'est que c'est des nutriments qu'on donne au porc et à la volaille. Pourquoi? Parce que ça, c'est deux animaux qu'on élève pour les manger, mais qui ont juste un estomac, donc qui ne sont pas capables de fermenter la cellulose comme nous. Okay? Donc, à ce moment-là, parce que je l'ai expliqué souvent dans mes vidéos dans le passé, là, mais l'être humain, mais l'ensemble de tous les mammifères, de toute façon, ne peuvent pas digérer la cellulose. Les vaches ne peuvent pas non plus digérer la cellulose. La façon que les vaches le font,
c'est qu'ils vont utiliser des bactéries dans des réservoirs de fermentation. C'est pour ça qu'on dit que les vaches, dans le fond, ont 4 estomacs. Et la réalité, c'est qu'ils n'ont pas vraiment 4 estomacs, mais ils ont plutôt des réservoirs de fermentation dans lesquels la cellulose va aller dans le réservoir de fermentation. Et ce sont des bactéries à l'intérieur du réservoir qui vont digérer la cellulose pour pouvoir, après ça, produire des acides gras et que ça soit utilisé par la vache. Donc, seuls les ruminants, qui sont des animaux qui ont des réservoirs de fermentation comme ça, peuvent digérer de cette façon-là la cellulose. Les cochons ne sont pas des ruminants, les poulets ne sont pas des ruminants, ce sont des omnivores, et donc, à ce moment-là, on ne peut pas leur donner la même chose qu'on donne aux vaches. Ce qui veut dire que si on regarde spécifiquement les ruminants, ben, on parle de plus de 90% de la nourriture qui leur est donnée qui n'est pas comestible pour l'être humain. L'autre chose, c'est que les animaux ne font pas que consommer des ressources et produire de la viande puis du méthane. C'est pas un système linéaire de cette façon-là. Les animaux font partie d'un écosystème qui est gigantesque. Par exemple, une quantité industrielle de résidus de l'agriculture servant à produire des légumes pour les humains, sert de nourriture pour les vaches. C'est quand on regarde ça ici, l'animal va donner des fertilisants pour faire pousser des légumes. Puis quand on fait pousser des légumes, par exemple, on va le voir dans la prochaine slide, au niveau du maïs, ben, nous, on conserve l'épi. Mais tout le plant de maïs comme tel, ça, c'est récupéré pour pouvoir nourrir les vaches à ce moment-là. Ensuite, bon, la vache va donner de la viande, des produits laitiers aux gens. Les industries aussi vont utiliser un paquet de parties de la vache aussi, de cette façon-là. Mais les gens et les industries aussi, comme exemple, les compagnies qui fabriquent de la bière, les distilleries, ces choses-là, qui vont utiliser des plantes pour pouvoir fabriquer de la bière, mais les résidus de ça peuvent être donnés à la vache pour pouvoir la nourrir. Fait que, comme exemple ici, justement, où c'est l'exemple du maïs, les vaches vont manger les feuilles et le plant de maïs de cette façon-là. Un autre exemple, on parlait des amandes tantôt. Quand vous achetez des amandes sans écailles ou que les compagnies produisent du lait d'amande, ben il y a des tonnes de résidus d'amandes, comme exemple les écailles d'amandes, que les humains ne peuvent pas manger. Ben, les vaches peuvent manger ça. Au Japon, le Japon consomme des très grandes quantités de soya. Ben, les résidus de la plante de soya sont donnés au Japon aux vaches, justement. Donc, on récupère la plante. Excusez-moi. Ça fait que, ici, comme exemple, l'industrie, la scrap qui vient des boulangeries, ça peut être donné aux animaux pour les nourrir. Quand dans une cannerie, on fait du maïs en grains qu'on met en canne, ben l'épi, il est récupéré pour pouvoir nourrir les vaches aussi. Les graines de coton vide, les résidus des producteurs de bière sont utilisés pour nourrir le bétail. Et juste quand nous produisons des céréales, pour chaque 100 livres de nourriture produite, il y a 37 livres de résidus végétaux produits par des humains que des humains ne peuvent pas consommer. Que les vaches peuvent. Ce qui fait que le bétail consomme 43,2 milliards de kilogrammes de produits non comestibles pour l'être humain. Et ce que les vaches font,
c'est qu'ils vont non seulement consommer 43 milliards, de kilogrammes de produits qui sont non comestibles, mais les vaches, avec leur pouvoir magique, vont prendre ça, convertir ça en protéines hautement, de très haute qualité pour nous et en micronutriments qui sont super hautement disponibles qu'on peut consommer à ce moment-là. Fait que ça, c'est le pouvoir magique que les vaches ont, que le bœuf a, c'est de transformer ça en protéines et en minéraux qu'on peut, nous, utiliser à ce moment-là, qu'on ne pourrait pas si les vaches ne le feraient pas pour nous. Et ce que ça signifierait, dans le fond, c'est qu'on gaspillerait à ce moment-là 43 milliards de kilogrammes de végétaux. On les gaspillerait complètement à ce moment-là. Maintenant, est-ce que ça prend 25 kg de grains pour faire 1 kg de viande? Cette étude, l'étude qu'on voit ici présentement, qui date de 2017, a pris en compte ce que les vaches mangent que nous ne pouvons pas manger. Cette étude-là a pris en considération le fameux 43,2 milliards de kilogrammes de végétaux qui sont non comestibles pour l'être humain. Et la réalité, c'est que dans le fond, à l'intérieur, la quantité pour produire 1 kg de bœuf, ça descend à 2,8 kg de nourriture qui pourrait être utilisée par les êtres humains. Et chez le porc et les poulets, on passe à 3,2 kg pour 1 kg. Mais les vaches, c'est ça, comme j'expliquais tantôt, ils convertissent ces grains en protéines adaptées pour nous. La viande constitue 48% de nos protéines présentement, mais seulement 24% de nos calories. Puis vous le savez, je déteste les calories, mais bon, dans la présentation, on utilise les calories pour calculer, dans le fond, un volume de nourriture. Ce qui veut dire que dans un très petit volume de nourriture, j'obtiens 48% de mes protéines, ce qui devient extrêmement efficace. Ça fait que c'est ça. Donc, vous pourriez penser qu'on ne comprend pas vraiment le point, que si on utiliserait l'espace que les vaches utilisent présentement, bien, on pourrait faire pousser bien plus de végétaux et de cette façon-là, on pourrait nourrir la planète, arrêter de tuer des bêtes et ainsi de suite. C'est quand on regarde ça, si on compare la quantité de terres qui sont utilisées pour dans la section ici, faire vivre le bétail et juste que le bétail soit dessus aux États-Unis, OK? Et la portion de terre qui est nécessaire pour nourrir, faire pousser du grain et ainsi de suite, qui est nécessaire pour nourrir tout ce bétail-là, versus la portion de terre qui est utilisée présentement pour des légumes qui sont consommés pour les humains, ben on utilise bien plus de territoire pour le bétail versus faire pousser des légumes pour nous autres. Fait qu'on pourrait récupérer ça, selon eux, OK, et pour pouvoir faire pousser plus de végétaux. Fait que maintenant, le point, est-ce que les vaches utilisent vraiment tout notre territoire? En partant, si on éliminerait tous les ruminants de la planète, eh bien, le 2/3 de nos terres serait gaspillé. Pourquoi? Parce que de toutes les terres agricoles sur la planète au complet, 2/3 de ces terres sont ce que nous appelons des terres marginales.
C'est quoi ça, des terres marginales? Ça signifie que c'est des terres sur lesquelles on ne peut pas planter et récolter des végétaux. Pourquoi? Parce que la raison, c'est que soit que ce soit des terres qui sont trop rocheuses, trop en pente, en flanc de montagne, qui sont inaccessibles, que le sol n'est pas propice, qu'il n'y a pas assez d'eau dans cette région-là, et ainsi de suite. Et donc, à ce moment-là, la seule utilité possible pour ces terres marginales-là, ben, c'est de produire de la nourriture. Non, excusez-moi, je me reprends. La seule utilité possible pour produire de la nourriture avec ces terres marginales-là, ben, c'est de les laisser produire de l'herbe que le bétail, lui, peut convertir en protéines pour nous. OK? Même si la terre est rocailleuse, le bétail peut vivre dessus. Il y a des bétails, il y a des ruminants qui peuvent vivre en flanc de montagne et ainsi de suite. Il y a des chefs de montagne qui sont absolument, si vous allez voir sur Google, le chef de montagne qui peuvent aller brouter de l'herbe où il n'y a pas un humain qui peut aller et ainsi de suite. Donc, il y a une façon d'aller exploiter ces terres-là. Qu'on peut pas aller avec un tracteur puis tout arracher puis planter du maïs là-dedans puis le récolter après, ça serait absolument impossible. Et ça, on parle de 2/3 de la planète. OK? Donc, présentement, ces vaches-là, ils font ce qu'on appelle du recyclage. Ils vont recycler ces terres-là, ils vont recycler l'herbe qui est dessus et qui vont nous produire des produits laitiers et de la viande. Il y a juste 1/3 de ces terres, des terres présentement sur la planète sur laquelle on peut planter des légumes et pouvoir les exploiter. Donc, quand vous voyez un graphique comme ça, qui est en milliards d'hectares d'utilisation pour le grazing, ça veut dire le bétail, versus les croplands, ça veut dire les terres qui sont utilisées pour les légumes et ainsi de suite. Ben oui, c'est vrai, ce graphique-là est tout à fait vrai. Et l'élevage animal utilise beaucoup plus de sol que la culture végétale. Mais quand ils vous présentent ce graphique-là, ils ne vous disent pas pourquoi c'est comme ça. Si on regarde ici au niveau des États-Unis, ben, quand on regarde, c'est ça, la qualité et le type de sol qu'on retrouve aux États-Unis, c'est extrêmement différent. Quand on part de l'ouest et qu'on va jusqu'à l'est, c'est extrêmement différent. Si on regarde, par exemple, en Californie, OK? En Californie, il y a une raison pour laquelle c'est la Californie qui produit la très grande majorité de la nourriture aux États-Unis. Entre autres, on retrouve en Californie 90% des noix des États-Unis viennent de la Californie. Les amandes, les pistaches, le brocoli, les fraises, le raisin, le kiwi, le céleri, l'ail, les artichauts, les tomates, etc., ça vient tout de la Californie. Pourquoi? Parce que à cause du climat chaud de la Californie et des bonnes conditions du sol. Essayez de faire pousser du brocoli en Arizona, vous n'en viendrez pas à bout. Okay? À faire pousser des amandes ou des oranges, exemple, au Minnesota, vous ne pouvez pas faire ça non plus. Donc, ce n'est pas tous les endroits qui sont adaptés pour faire pousser des végétaux. Cependant, il y a plein d'endroits sur la planète où la principale chose qui pousse, c'est juste de l'herbe. Ou d'autres végétaux que les vaches, les moutons et les autres ruminants peuvent manger. Ce qui fait que si on ne met pas des ruminants sur ces terres-là, ben on gaspillerait 2/3 de nos terres disponibles.
celle-là, ouais, c'est ça. De plus, le bétail fournit une ressource essentielle à l'agriculture. Ben, c'est les fertilisants. 50% des fertilisants utilisés dans le monde sont du fumier de ruminants. L'autre 50% sont des fertilisants chimiques. Et 100% des fertilisants utilisés dans la production de produits bio sont du fumier. C'est logique, non? On ne peut pas utiliser des fertilisants chimiques pour produire des légumes qui sont bio. Ils ne deviendraient plus bio à ce moment-là. Donc, si les vaches consomment un peu des grains que les humains pourraient consommer, 50% du fertilisant qui rend la culture de ces grains possibles-là vient de leur fumier. OK? OK. Maintenant, ici, 15% de tous les gaz, c'est ce qui était dit tantôt dans la vidéo, 15% des gaz à effet de serre qui sont émis par l'humain sont créés par l'industrie de la viande, par l'élevage. Et est-ce que c'est vrai? La réalité, c'est que ça n'a pas... Premièrement, c'est pas vrai, parce que ça, on présente ça comme étant un chiffre absolu. Et non seulement c'est pas un chiffre absolu, c'est une moyenne. OK? Et pourquoi ça n'a pas d'importance? Parce que, exemple, aux États-Unis et au Canada, au Canada c'est encore moins, mais aux États-Unis, on parle de 4% des gaz à effet de serre. Au Japon, on parle de 1% des gaz à effet de serre. Au Canada, j'y vais de mémoire, mais je pense que c'est 2,5% des gaz à effet de serre. OK? Et de où vient ce 15%-là? Ben, oups! Ah, ça vient plus loin, je m'excuse. Ben, c'est une moyenne. Et c'est une moyenne... Je sais pas pourquoi. Il manque une slide. Parce que 80% des gaz à effet de serre produits par l'industrie de la viande provient du tiers-monde, des produits en début de développement. Donc, c'est pour ça que la moyenne est élevée. C'est à cause de ces pays-là et non pas des pays industrialisés comme le Canada, les États-Unis et ainsi de suite. On va réessayer la vidéo, voir, espérant que le son soit bon. In Brooklyn, we will be instituting Meatless Monday. There is a climate crisis, and the decisions we make have an impact on that crisis. So when people in the United States Fait que, tu sais, aux États-Unis, exemple, ça ici, c'est une initiative qui a été faite il y a quelques années de ça, où ce que dans une quinzaine de collèges américains et ainsi de suite, on instaurait, ils appelaient ça en anglais le Meatless Monday, donc les lundis sans viande. Ça veut dire que dans... Ah, en passant, est-ce que le son était meilleur de celui-là pour le fun? Juste m'envoyer un petit pouce là, pour me dire si c'était bon. Donc, on instaurait une politique qui disait que à la cafétéria, il n'y avait pas de viande à tous les lundis. Ça, quand on dit que les gens, quand les gens nous disent que nous devrions remplacer la viande par une nourriture à base de plantes, In Brooklyn, we will be instituting Meatless Monday. There is a climate crisis, and the decisions we make have an impact on that crisis. So when people in the United good, merci Amélie. Donc, pensez, c'est ça, quand ils nous disent ça, pensez au fait que l'agriculture végétale produit beaucoup plus de gaz à effet de serre que le bétail, que l'élevage du bétail. L'agriculture, donc, la plantation de blé, de maïs et ainsi de suite, est responsable de 4,7% des émissions totales. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt en début de présentation, vous voyez, il y a une quantité industrielle de statistiques, de pourcentage. On vous parlait tantôt, mettons, je vous disais qu'au Canada,
les émissions de gaz à effet de serre par l'agriculture en général, c'est autour de 2,5 %. À l'intérieur de ce 2,5 %-là, il y a 4,7 % des émissions qui viennent de l'agriculture et 3,9 % de l'élevage du bétail. Fait que, à un moment donné, ça devient extrêmement mélangeant. Fait que, et pourquoi? Ben, c'est parce que ça prend des tracteurs pour produire ça prend des tracteurs pour les champs de blé, et ainsi de suite. Mais non seulement ça, puis vous allez le voir un peu plus tard tantôt, le simple fait de labourer la terre va produire des gaz à effet de serre. On va le voir tantôt, ça. Fait que tout le monde parle de l'impact du bœuf, mais les vaches représentent 2,9 % des émissions. Et c'est quoi la principale... et ça vient du site de l'EPA aux États-Unis. C'est le transport, 28,5 %. L'électricité aux États-Unis dans des centrales au charbon, 28,4 %. Et après ça, l'industrie, 21,6 %. Les émissions, 80 % des émissions sont ici. Ne sont pas la vache avec 2 % là. Oubliez ça, là. C'est ça. Et je ne peux pas comprendre qu'on essaye de nous faire avaler une connerie pareille de penser que ce sont les vaches qui sont responsables du réchauffement climatique. Je m'excuse, mais ça me sidère complètement. Les États-Unis produisent 18 % du bœuf mondial, OK? Mais ils ont juste 6 % des troupeaux mondiaux. Pourquoi? Comment ça peut être possible? À cause de la très grande efficacité de l'utilisation et ainsi de suite du bœuf. Et non seulement ça, aux États-Unis, il y a 9 millions de vaches et en Inde, il y a 300 millions de vaches. Ben, aux États-Unis, puis au Canada aussi, là, la production de produits laitiers, ça prend une vache aux États-Unis pour produire la même quantité que 10 vaches en Inde présentement. Donc, ici au Canada et aux États-Unis, notre efficacité est 10 fois supérieure. Oui, mais et là, à ce moment-là, les personnes qui vont vous dire que oui, mais les vaches, ben, ça produit du méthane et le méthane, c'est un gaz extrêmement puissant au niveau du réchauffement climatique, de son impact sur le réchauffement climatique, beaucoup plus puissant que le dioxyde de carbone qui est le CO2. Et c'est vrai que le méthane, je pense, est 100 fois supérieur au dioxyde de carbone, ou peut-être même 1000 fois supérieur. C'est extrêmement puissant pour le réchauffement climatique. Quand on regarde l'ensemble des gaz à effet de serre, le méthane représente 10 % des émissions. Okay? C'est 10 % des émissions totales. 80 % c'est le dioxyde de carbone. Puis après ça, de l'oxyde nitrique, puis des gaz fluo. Je ne me souviens plus en français, mais en tout cas, c'est pas grave. Ça fait que c'est 10 %, le méthane représente 10 %. De ce 10 % c'est 27 % provient des rots, des rots et des pêtes de vache. Donc, on parle de 2,7 % des émissions de méthane. Okay? Fait qu'on revient au graphique tantôt. On a dit tantôt que globalement, toutes les émissions de gaz à effet de serre sur la planète, le méthane représente 10 %. Et de ce 10 %-là, il y a juste 2,7 % qui vient des vaches. Le problème dans l'argumentation au niveau du méthane, c'est que le méthane qui est produit des animaux, ça vient d'un cycle, un cycle naturel. Et dans le mot cycle, il y a
le rond. Je vais juste... Ah non, il est un petit peu plus loin, c'est pas grave. Et c'est quoi le cycle? C'est que la vache prend le carbone dans les plantes, va manger la plante, et ce carbone-là va être converti à l'intérieur de la vache en méthane, qui est du CH4, que la vanne va expulser soit par des gaz ou par des rots. Le méthane va monter à l'intérieur dans l'atmosphère et il va rester à peu près entre 10 et 12 ans dans l'atmosphère. Éventuellement, il va être converti en eau, H2O, et en dioxyde de carbone, en CO2, qui va être ramené, ce dioxyde de carbone-là, qui va être recapturé par photosynthèse par le sol, par les plantes, que les vaches vont reconsommer et ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez constater, il n'y a pas de nouveau carbone à l'intérieur de ce cycle-là. Ça tourne, le carbone redescend, retourne dans la vache, remonte et redescend et ainsi de suite. OK? D'accord, c'est ça. Donc, la seule façon qu'on pourrait augmenter la quantité totale de méthane qui proviendrait des vaches, ça serait d'augmenter la quantité de vaches sur la planète. Et quand on regarde depuis 2001, bien, la quantité de vaches ou de bœufs sur la planète a même diminué un peu en 2014, mais ça c'est en milliers, mais la quantité qu'on peut voir reste relativement très stable. Le problème, c'est quand on va puiser dans le sol profond pour extraire des carburants fossiles. Vous savez pourquoi on appelle ça un carburant fossile? Hein? Parce que le pétrole, c'est du carburant qui dans le fond, c'est du carbone. Dans le fond, c'est les dinosaures qui ont pourri à un moment donné, qui ont été enterrés, puis qui ont pourri, puis sous la pression, ben ces produits-là, la pression de la Terre, après des centaines de millions d'années, ça a été converti en pétrole. Dans le fond, l'essence, c'est les restants des dinosaures. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des carburants fossiles. Okay? C'est quand on va puiser dans le sol pour aller extraire ce carbone-là sous forme liquide qu'on vient le prendre, l'utiliser, le brûler pour libérer ce CO2-là. Lui, c'est un CO2, on appelle ça c'est une voie unique. Okay? C'est un sens unique. On part du sol, on monte dans l'atmosphère, puis on dompe du carbone dans l'atmosphère. Et la seule chose qu'il peut faire à ce moment-là, c'est s'accumuler là. À moins qu'on pourrait, que les plantes puissent le recapturer, mais on parle de millions d'années. Ça a pris des millions d'années à ce gaz-là à devenir du pétrole dans le fond de la Terre. Et là, ma prochaine slide que je cherchais. Fait que le méthane, c'est un cycle. Les animaux en rajoutent pas en supplément. Ce qui rajoute du méthane en supplément, du carbone en supplément dans l'atmosphère, c'est les gaz fossiles. C'est un one-way et c'est ça qui a fait depuis le début de l'ère industrielle, au début des années 1900, c'est ça qui a fait que maintenant, présentement, notre taux de CO2 a augmenté dans l'atmosphère et qu'on commence à avoir des problèmes avec l'effet de serre, le réchauffement, les changements climatiques. Quand on regarde la quantité la production de gaz à effet de serre en fonction des différents secteurs, OK? La foresterie et other land use, ça c'est dans le fond, c'est l'agriculture, la foresterie et l'agriculture. Quand on regarde la production de gaz à effet de serre depuis 1850 à aujourd'hui, on peut voir que oui, au début des années 1950, il y a eu une légère augmentation. Bonjour Salomé. Il y a eu une légère augmentation, mais c'est resté relativement stable. Où il y a eu une augmentation drastique de l'émission des gaz à effet de serre, c'est l'utilisation des gaz fossiles.
entre autres pour l'industrie du béton qui en consomme une quantité industrielle et le transport et ainsi de suite. Le fait que les ruminants émettent du méthane dans l'atmosphère, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Il y a une étude de 2011 qui a estimé qu'il y a quelques centaines d'années de cela, avant que les Européens s'implantent en Amérique, il y avait 50 millions de bisons sauvages, des rennes et des wapitis qui produisaient 86% du méthane qu'on retrouve présentement dans l'atmosphère. OK? Et vous savez, on parle des bisons. En Amérique, c'est un scandale là, ce qui s'est produit. Parce que dans les prairies de l'Ouest, aux États-Unis et au Canada, il y avait des millions et des millions de bisons qui couraient, qui étaient une des sources principales de nourriture, de protéines pour les Amérindiens à ce moment-là, qui ont été éliminés au début des années 1900, fin des années 1800, au début des années 1900, surtout du côté américain, par l'armée américaine. Et la raison pour laquelle ils faisaient ça, c'était justement pour éliminer la principale source de nourriture des Amérindiens, parce qu'ils voulaient éliminer les Amérindiens à ce moment-là. Mais ces bisons-là produisaient du méthane. Mais, comme j'ai expliqué tantôt, c'était un cycle. Il n'y avait pas de problème de réchauffement climatique à ce moment-là. Ça, c'est un article qui a été pris dans le Wall Street Journal qui disait actuellement, en réalité, produire du bétail, c'est bon pour la planète. Et je vous donnerai le lien, là, je vais vous partager le lien vers l'article un peu plus tard. Cet article-là a été écrit par une femme qui est Nicolette Anne Niemann en bas présentement, qui a été élevée, elle, dans une famille végétarienne et qui a été végétarienne pendant des années. Et à un moment donné, elle a réalisé que ça n'avait pas de bon sens et ainsi de suite. Et l'extrait que j'ai été chercher là-dedans, c'est « Mais le méthane du bétail, qui fait actuellement l'objet d'études approfondies par les collèges agricoles du monde entier, peut être atténué de plusieurs façons. Des recherches australiennes montrent que certains suppléments nutritionnels peuvent réduire de moitié le méthane du bétail. Il a été démontré que des choses aussi intuitives qu'une bonne gestion des pâturages et aussi aussi obscures que des populations robustes de bousiers réduisent le méthane. Les bousiers, c'est des insectes qui vont consommer les bouses de vache, qui vont accélérer la dégradation du fumier. Okay? Donc, non seulement le méthane des vaches n'est pas problématique, mais maintenant, il existe des solutions pour, en plus, atténuer cet impact-là du méthane. Ah, celui-là, je vais aller chercher les vidéos, mais je n'ai pas eu le temps finalement. Mais dans le fond, ce que cette dame-là disait, c'était que la meilleure chose que vous pourriez faire pour l'environnement serait de couper la viande dans un seul repas par semaine. Ça, là, ça serait l'équivalent de ne pas conduire pendant 6 mois au niveau de l'impact sur l'environnement. Ça a été dit à Good Morning Britain, qui est une émission de télévision, là, grande écoute en Angleterre. OK? Et ça, c'est le genre de conneries qu'on dit présentement. La façon qu'ils décrivent l'impact du bétail sur l'environnement est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que nous savons que dans des pays comme les États-Unis, le Japon ou le Canada, l'activité humaine qui produit la plus grande quantité de gaz à effet de serre est de loin l'utilisation des énergies fossiles, le pétrole, le charbon et le gaz naturel. C'est le secteur, c'est un graphique semblable à l'autre de tantôt, c'est le secteur du transport de l'énergie et l'industrie du béton. C'est ces trois-là à eux seuls qui produisent 80% des gaz à effet de serre sur la planète. 80%. Le bétail, 4 à 5%. Et 4 à 5%, c'est pas rien.
Il y a de la place pour l'améliorer, puis j'en ai parlé présentement. Mais de suggérer que le choix de manger ou non un steak peut avoir un impact sur notre climat est totalement irresponsable. Pourquoi c'est irresponsable? Parce que c'est un écran de fumée. On se sert de ça pour cacher l'éléphant dans la pièce. Et l'éléphant dans la pièce, c'est notre utilisation de l'énergie fossile. Voilà pourquoi cette conversation est dangereuse. Les gens qui vous disent cela ne vous disent pas que l'industrie des chips est le producteur numéro 1 de gaz à effet de serre dans l'alimentation, bien avant la viande. Et ça, c'est la réalité, là. Si on veut regarder la production de gaz à effet de serre dans le domaine de l'alimentation, ben, les chips, produire des croustilles, Lay's et compagnie, ça, c'est de très loin l'industrie qui va produire la plus grande quantité de gaz à effet de serre. Mais pourquoi on ne vous en parle pas de ça? Parce que c'est un produit transformé. Et la réalité, qui finance ce message-là? Ben, c'est l'agriculture, c'est l'agroalimentaire. C'est les compagnies qui veulent fabriquer des produits transformés. Pourquoi? Parce que c'est là que le profit est. Quand je prends un bœuf, puis je le tue, puis que je fais un steak avec, la seule chose que je peux faire, c'est de vendre le steak. Dans le pire des cas, je peux prendre le steak, le couper en cubes, puis le mettre dans une canne, puis vendre du bœuf en canne, exemple, dans un ragoût et ainsi de suite. Mais la quantité de transformation du bœuf, des protéines de bœuf, est très limitée. Si je prends des pois, ben, je peux rentrer ça dans une usine chimique et extraire des protéines de pois que je peux mélanger avec d'autres types de protéines et ainsi de suite pour pouvoir produire des barres granola, mais même des shakes, des poudres magiques de perte de poids et ainsi de suite. La quantité de transformation que je peux faire avec le côté végétal est infinie. Et à chaque fois que j'ai une étape de transformation, ben, je prends un profit. Okay? Et c'est de là, c'est pour ça que ces compagnies-là financent. Écoutez, puis c'est quelque chose que je vais republier à un moment donné, mais 99% du financement des groupes végétariens, des groupes de pression, des lobbies végétariens provient de où? Provient de Silicon Valley aux États-Unis. Des grands comme Google et ainsi de suite, ils vont comme Bill Gates qui a investi une quantité industrielle d'argent dans des compagnies de fausses viandes comme Beyond Meat et autres. Et là, je ne vous parle pas de théorie du complot, là. C'est toutes des choses qui sont documentées 100%, qui sont publiques, là. Bill Gates ne s'en cache même pas, là. OK? C'est ça, la photo qu'il y a là, ça, c'est de la production de gaz à effet de serre. Celui-là aussi, ça vient du vidéo du faux documentaire Cowspiracy, encore une fois. Et ce que lui disait, dans le fond, c'est aucun autre choix de vie n'a d'impact plus significatif sur la planète que le fait de devenir vegan. OK? Et quand on regarde ça, sérieusement, tu viens me dire en pleine face que il n'y a aucun autre choix dans ma vie. Si moi, je décide de déménager à 15 minutes à vélo de mon travail, puis je décide d'utiliser mon vélo à la place de faire 1 heure de route en auto, ça, c'est pas un choix qui serait plus significatif pour l'environnement que de décider de devenir végétarien? Sérieusement, là, tu peux venir me dire ça sans gêne, en pleine face? En parlant du méthane, le méthane a de nombreuses sources, parce que quand on parle de méthane, on va vous dire, ben oui, le méthane, c'est les vaches qui produisent du méthane. Ben non, le méthane, il n'y a pas juste les vaches qui produisent du méthane.
Le méthane, exemple, il en vient énormément des dépotoirs. Pourquoi? Parce que la matière organique qui est décomposée produit du méthane que nous retrouvons. Et que retrouvons-nous dans les dépotoirs qui se décomposent? Dans les dépotoirs, c'est quoi qui se décompose dans les dépotoirs? Ben, c'est de la nourriture qui est gaspillée. Quand nous parlons de nourriture, il y a un sujet bien plus important que la viande. Quand on parle de la nourriture et son impact environnemental, il y a beaucoup plus important que la viande. Un tiers de toute la nourriture produite dans le monde finit gaspillée. Un tiers de la nourriture produite dans le monde finit aux poubelles. Un tiers de la nourriture produite dans le monde finit au dépotoir, à pourrir et à produire du métal et du méthane. Et ça, je viens de le répéter 3 fois parce que c'est un chiffre. Un tiers, ça a l'air de rien. Mais imaginez toute la nourriture produite sur la planète. Un tiers de ça est gaspillé. Si la nourriture gaspillée serait un pays, elle serait le 3e plus grand émetteur de gaz à effet de serre sur la planète. 3e après la Russie, les États-Unis. Le 3e, ce serait le gaspillage alimentaire. Aux États-Unis, 40% de la nourriture produite ne sera pas mangée. Si elle n'est pas mangée, elle va se retrouver où? Au dépotoir. Une autre chose dans cette étude sur le fait que... Ah oui, c'est ça. Tantôt, dans l'étude là, qu'on a jasé sur le fait que, admettons, si 100% des gens aux États-Unis devenaient végétariens, OK? La réduction là, de 2,6%, ben, il y a un point, parce que tantôt je disais que tout avait été pris en considération, il y en a un point qui n'a pas été pris en considération, c'est le gaspillage alimentaire qui n'a pas été pris en considération. Et c'est très important. Et pourquoi c'est important? Parce que, tu me dis, parce que c'est important parce qu'il faut regarder qu'est-ce qui est gaspillé en réalité. Okay? Là, je sautais un peu trop vite. Hein? On va aller tranquillement. La viande et les produits laitiers, à droite, composent 14% du gaspillage alimentaire. Ce sont les végétaux qui composent la majorité de nos déchets. Les fruits et légumes, ici dans le milieu, composent 42% du gaspillage alimentaire. Le reste vient du riz, des céréales, incluant le pain et tout ça. Donc, un total de 82% du gaspillage alimentaire provient des végétaux. OK? 82%. Quand on abandonne la viande dans notre alimentation, donc abandonner la viande dans notre alimentation produirait automatiquement encore plus de gaspillage. Et quand on revient dans le fameux 100%, si 100% de la planète mangeait, 100% des États-Unis mangeaient des végétaux, devenaient végétariens, puis qu'il y a 80% déjà d'avance présentement des végétaux qui sont gaspillés, bien ça ferait au total, admettons que le gaspillage diminuerait à 60%. Mais avec la quantité de végétaux qu'on devrait produire pour nourrir les 330 millions d'Américains présentement, largement obèses d'ailleurs, bien, au total, le volume de gaspillage serait encore bien plus élevé. Okay? Le gaspillage, c'est coûteux. Toutes les ressources qui ont servi à produire cette nourriture gaspillée, toutes les ressources qu'on a utilisées pour produire cette nourriture sont gaspillées avec le gaspillage de la nourriture. Une partie des végétaux qui ne se vendent pas pourraient servir de nourriture aux animaux. De cette façon, ils seraient recyclés.
Donc, si nous voulons parler de l'impact de notre alimentation sur l'environnement, peut-être devrions-nous parler de mercredi sans gaspillage au lieu des lundis sans viande. Ça serait beaucoup plus logique et ça aurait beaucoup plus d'impact d'instaurer un mercredi sans gaspillage minimum. Maintenant, ce que je voulais vous parler, parce que, tu sais, dans le fond, on a parlé des arguments et ainsi de suite, mais ce que je voulais pas juste parler des arguments sur le fait que la viande n'est pas le problème dans le réchauffement climatique, mais je voulais aussi vous parler des solutions, parce que des solutions, il y en a au point de vue du réchauffement de la planète et de l'impact que l'être humain peut avoir. Entre autres, la principale solution, la piste la plus intéressante, c'est ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice. Ici, si on regarde la photo à gauche et à droite, là, puis je sais qu'elle n'est pas très claire, malheureusement, c'est la meilleure qualité que j'ai pu trouver. C'est un processus de transformation agricole régénérative de 2 ans dans une ferme laitière de l'État du Bahia, une région semi-aride, avec l'aimable autorisation d'Adaptagroup. Fait que ici, c'est un exemple de 2 ans. On a mis en place des techniques d'agriculture régénérative. Ouais, c'est moi qui a mal écrit. Et en 2 ans, vous voyez la différence entre à gauche et à droite dans un milieu semi-aride présentement. Ici, une autre photo, à peu près la même période de temps entre les deux. Vous voyez la différence qui est le jour et la nuit. Et dans le même article qu'on voyait tantôt, dans le même temps, les bovins sont la clé de la stratégie la plus prometteuse au monde pour contrer le réchauffement climatique. Et la clé de ça, c'est restituer du carbone au sol. 1/10 de toutes les émissions de carbone d'origine humaine depuis 1850 proviennent du sol, selon l'écologiste Richard Oakton du Woodhull Research Center. Cela est dû au travail du sol qui libère du carbone et dépouille la terre de la végétation protectrice, et aux pratiques agricoles qui ne restituent pas les nutriments de la matière organique à la terre. La terre végétale non labourée, les terres végétales, non labourées, sont idéales pour recapturer le carbone par photosynthèse et le maintenir sous des formes stables. Et je pourrais pas parler de l'agriculture régénérative au complet parce que ça serait encore là une présentation au complète. Vous allez voir, là, je vais vous parler de quelque chose après. OK? Mais c'est extrêmement intéressant parce que, entre autres, un des gros problèmes qu'il y a présentement avec l'agriculture, c'est le fait de labourer la terre. Quand on laboure la terre, on tue toute la couche superficielle de végétaux qu'il y a dessus, qui est essentielle pour les bactéries, les vers, les insectes qui vivent dans cette couche-là. On la tue complètement et c'est ça qui fait qu'éventuellement, on tue notre sol complètement. Quand on réinjecte du fumier dans ce sol-là et qu'on arrête de le labourer tout le temps et qu'on laisse les vaches marcher dessus, uriner dessus, du bœuf, tous les ruminants marcher dessus et ainsi de suite, on restitue cette couche-là, cette mince couche de minéraux, de végétaux qui vient protéger le sol, qui vient empêcher l'eau de s'écouler trop rapidement, qui maintient l'humidité, et on arrive à transformer des déserts arides en terres fertiles après quelques années. Tantôt, je n'ai pas eu le temps de retrouver toutes les photos que je voulais retrouver d'endroits où, après 15 ans, 20 ans, des déserts qui se sont retransformés en oasis de verdure. C'est absolument extraordinaire. Je vais juste
c'est ça. Ce que je voulais vous parler, c'est d'un documentaire qui est disponible sur Netflix. Il est disponible à d'autres endroits aussi, principalement sur Netflix, qui s'appelle Kiss the Ground. C'est un documentaire qui est en anglais, mais qui a des sous-titres en français que vous pouvez utiliser. Et tu sais, on parle souvent des documentaires de Magic Pill, exemple, dans l'alimentation céto. Bien, ce documentaire-là, Kiss the Ground, quand vous parlez d'environnement et de l'alimentation, de l'impact de l'alimentation sur l'environnement, je pense que ce documentaire-là a autant d'impact et autant d'importance que de Magic Pill pour l'alimentation céto. Je veux juste vous faire écouter vite le... Et là, je m'excuse, vous entendez sûrement mon chat qui court en arrière. Là. On va juste écouter le preview du documentaire de Kiss the Ground. There's so much bad news about our planet. It's so overwhelming. Truth is, I've given up. This is the story of a simple solution. Way to heal our planet. The solution is right under our feet, and it's as old as dirt. All of our soils that are under chemical conventional agriculture are almost completely devoid of microorganisms. Modern agriculture was not designed for the betterment of the soil. Fossil fuels are by no means the only thing that is causing climate change. When we damage soils, carbon goes back to the atmosphere. When we destroy soil, it releases carbon dioxide. Biosequestration is using plants, trees, and techniques of grazing and farming to capture carbon and store it in the soil. We can fix a lot of our climate issues to bring the CO2 down into a living plant and put it back into the soil where it belongs. Plants working with soil microorganisms, it seems too simple. Healthy soils lead to a healthy plant, healthy human, healthy climate. There could be a way to eat food that heals the planet. The problem isn't the animal. The problem is where the animals are at. How do we take waste and repurpose and reuse it because it's really not waste? The poop has to stay in the loop. Compost is just one of a suite of soil-based carbon capture solutions. We know how to do it. And if we continue to scale over 30 years, we can reverse global warming. We can get Earth back to the Garden of Eden that it once was by regeneration. To see biodiversity return to a place that was completely devastated, that gives me hope. Our health and the health of our planet are connected. If you look over here, my neighbor's land that has been chemical fallow, then you look over at our paddocks, you have a diversity of different plant species. Which model do you want your food to be produced from? The answer is pretty simple to me. I'll make you a deal. I won't give up, and neither should you. Et Kiss the Ground, oui, c'est un documentaire, mais c'est un mouvement. C'est un mouvement planétaire qui encourage les agriculteurs à utiliser leurs techniques. Kiss the Ground, ils se promènent à travers le monde, donnent des formations, comment utiliser ces stratégies-là d'agriculture. Donc, tantôt, je vais vous donner le lien et je vous encourage à aller voir justement. Ça, c'est un documentaire que vous devriez regarder. Puis vous allez voir, à l'intérieur de ça, ils parlent aussi avec des personnes qui sont végétariennes à l'intérieur de ça. Mais ça reste que le bœuf, bon, ces personnes-là ne veulent pas le manger, mais le bœuf, les vaches, les ruminants font partie quand même de la solution. Okay? C'est une vache, un bœuf va réussir à séquestrer encore plus de gaz à effet de serre que juste de planter une plante par son action, par le fait qu'elle va redonner au sol et ainsi de suite.
Donc, ça, c'est vraiment un documentaire que je vous recommande très, très, très fortement. Donc, en résumé, je vais juste revenir à ça ici. Oups. Et voilà. C'était ma présentation sur l'impact que la viande. Et est-ce que la viande a un impact sur l'environnement? Oui, absolument. Est-ce que c'est l'impact qu'on lui prête? Absolument pas. Définitivement pas. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées? Tout à fait. C'est la réalité. Mais il faut prendre en considération une quantité industrielle de facteurs, mais un des premiers facteurs à prendre en considération, c'est le fait que la viande est un nutriment absolument essentiel pour l'être humain. De plus en plus d'études maintenant non biaisées sortent et qui démontrent l'avantage que la viande peut avoir pour l'être humain. On vit plus longtemps, pour le développement des enfants, pour la grandeur, la force et ainsi de suite. Le fait d'être végétarien occasionne des problèmes de santé chez beaucoup de gens. Très rares sont les personnes végétariennes qui peuvent vivre de cette façon-là pendant des décennies complètes. On parle de 80% d'abandon et c'est pas pour rien. Il y a une des très grandes raisons, des très fortes raisons de ça, du végétarisme, c'est le fait que les gens finissent par développer des problèmes de santé. Donc, est-ce que c'est viable à long terme? Tout à fait pas. Absolument pas. Et voilà. Ça fait que c'est la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, quelqu'un? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que je parle tout seul? Merci, Mélissa. Donc, pas de questions, personne? Bon, ben parfait. Je vais, à ce moment-là, je vais vous remercier de votre présence. Merci, Aline. Tant mieux si j'ai répondu à toutes vos questions dans ma présentation. Merci beaucoup, Mini. Mo, je vais vous souhaiter à tous et à toutes, merci Aline, à tous et à toutes un bon dimanche. Profitez de ce beau dimanche-là. Et si vous avez Netflix, je vais... excusez-moi. Dès la fin de la présentation, je vais publier le lien vers la vidéo Kiss the Ground sur Netflix. Il ne fait pas encore très beau, en tout cas ici au Québec, c'est pas très beau. Donc, profitez-en pour aller écouter ce documentaire-là. Vous allez trouver extrêmement intéressant. Je pense même qu'il est traduit en français sur Netflix. Je pense qu'il y a une piste audio française dessus. Mais je ne gagerai pas ma paye, là, mais il me semble que oui. Donc,
Je vais vous poster ça. Ah oui aussi, et je vais vous poster aussi le lien vers, par hasard, le beau Dr. Shafi que les gens apprécient tellement. A fait un podcast lui aussi sur le même sujet que moi. Donc, je vais vous poster le lien vers le beau Dr. Shafi et pour les dames du groupe là, qui l'apprécient particulièrement. Fait que, gang, merci beaucoup à vous tous et au prochain live.